Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mardi 1er avril. Nouveau massacre de l'entité sioniste dans la bande de Gaza. Au moins 322 enfants sont tombés en martyrs depuis le 18 mars alors qu'un journaliste est assassiné à Khan Younes, portant à 209 le nombre de journalistes tombés en martyrs depuis le 7 octobre 2023. Au moins 4 Libanais sont tombés en martyrs ce mardi dans une frappe aérienne nocturne des forces de l'entité sioniste ayant visé la banlieue sud de la capitale libanaise, Beyrouth. En Algérie, le ministère de la Défense nationale annonce avoir détecté et abattu un drone de reconnaissance armée près de la ville frontalière de Tinzaouatine en 6e région militaire. Et puis en France, la chef de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, annonce faire appel de la décision du tribunal de Paris qui l'a condamnée dans l'affaire des assistants parlementaires européens du parti. Bonsoir à tous. Un total de 1042 Palestiniens sont tombés en martyrs et plus de 2500 ont été blessés depuis la reprise le 18 mars dernier des bombardements sionistes contre Gaza, dont 41 au cours des dernières 24 heures selon le ministère palestinien de la Santé. Ainsi, le bilan total des victimes depuis le début de l'agression génocidaire le 7 octobre 2023 est passé à 50 400 martyrs. 322, c'est le nombre d'enfants assassinés par les forces de l'entité sioniste dans la bande de Gaza depuis le 18 mars dernier. C'est ce qu'a annoncé l'UNICEF, soulignant que la plupart de ces enfants étaient déplacés, s'abritant dans des tentes de fortune ou des habitations endommagées. Asma Laïd. La rupture du cessez-le-feu et la reprise des bombardements et des opérations terrestres intenses dans la bande de Gaza auraient fait au moins 322 morts et 609 blessés parmi les enfants, soit une moyenne quotidienne de plus de 100 enfants tués ou mutilés au cours des 10 derniers jours. La plupart de ces enfants ont été déplacés s'abritant dans des tentes de fortune ou des maisons endommagées. Ces chiffres incluent les enfants qui auraient été tués ou blessés lorsque le service de chirurgie de l'hôpital Al-Nasr dans le sud de Gaza a été touché lors d'une attaque le 23 mars. Le cessez-le-feu à Gaza a offert aux enfants de Gaza quelques jours de répit dont ils avaient désespérément besoin et un espoir de rétablissement. Mais les enfants sont à nouveau plongés dans un cycle de violence meurtrière et de privation. Toutes les parties doivent respecter leurs obligations en vertu du droit international humanitaire de protéger les enfants. Après près de 18 mois de génocide, plus de 15 000 enfants sont tombés en martyrs, plus de 34 000 ont été blessés et près d'1 million d'enfants déplacés à plusieurs reprises et privés de leurs droits aux services de base. L'aide humanitaire étant interdite par l'occupant pour la bande de Gaza depuis le 2 mars, ce qui représente la plus longue période de blocage depuis le début du génocide. La nourriture, l'eau potable, les abris et les soins médicaux se font de plus en plus rares. Selon l'UNICEF, les organisations humanitaires travaillent sans relâche pour protéger et soutenir les enfants dans ces conditions horribles, mais continuent de faire face à des attaques qui ont tué et blessé des centaines de travailleurs humanitaires. Ces attaques constituent une violation du droit international humanitaire et compromettent la continuité des opérations vitales pour la population dans le besoin. L'entité sioniste a repris sa campagne génocidaire le 18 mars avec d'intenses bombardements et une nouvelle offensive au sol, rompant 2 mois de trêve avec le mouvement Hamas entré en vigueur le 19 janvier. Désormais, les enfants sont à nouveau plongés dans un cycle de violence meurtrière et de privation. Depuis la reprise de l'offensive, 1000 personnes sont tombées en martyrs à Gaza, selon le ministère de la Santé, portant le bilan total à 50 399 martyrs depuis le début de l'agression génocidaire sioniste le 7 octobre 2023. Sur ce total, 15 000 sont des enfants, a encore rappelé l'UNICEF.
Je vous en parlais en titre, un journaliste et sa famille sont tombés en martyrs ce mardi dans le bombardement de leur maison à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Un drone sioniste a bombardé la maison du journaliste Mohamed Salah al-Bardawil dans le quartier japonais à l'ouest de Khan Younes. Il est tombé en martyr ainsi que sa femme et ses 3 enfants. Cela porte à 209 le nombre de journalistes tombés en martyr à Gaza depuis le 7 octobre 2023. L'Organisation de la coopération islamique a dénoncé les plans sionistes de colonisation, dont la validation par les autorités d'occupation sionistes d'un projet de construction d'une route dans la ville d'El-Quds occupée, dans le but de renforcer la connectivité entre les colonies sionistes, et ce, en violation flagrante du droit international et des résolutions pertinentes des Nations Unies. L'UNRWA a déploré l'assassinat par les forces de l'entité sioniste de 8 secouristes du Croissant Rouge palestinien. L'Office de secours et des travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient a précisé dans un rapport que depuis le 7 octobre 2023, 408 travailleurs humanitaires ont été assassinés par les forces de l'entité sioniste à Gaza, dont 208 membres de l'UNRWA. Par ailleurs, les forces de l'occupation sioniste ont poursuivi ce mardi leur agression sur la ville de Tulkarem pour le 65e jour consécutif et sur le camp de Nour Shems pour le 52e jour, menant des raids et expulsant des résidents de leur maison. Des dizaines de personnes ont notamment été blessées et arrêtées, et plus de 4000 familles ont été déplacées par force des camps de Tulkarem et de Nour Shems, ainsi que des dizaines de familles du quartier nord de la ville après que leurs maisons aient été saisies et nombre d'entre elles transformées en casernes militaires. Ce nom ne vous évoque peut-être rien, mais Mary Evers fait la une des journaux en Palestine. L'Irlandaise rend hommage à sa façon aux martyrs palestiniens en lançant le projet Martyrs de Gaza, dans lequel elle brode les noms et âges des victimes palestiniennes. Iman Merad. Pour commémorer les victimes de l'agression sioniste et de l'épuration ethnique à Gaza, Mary Evers, une ostéopathe irlandaise, a lancé un exceptionnel projet symbolique qui consiste à broder les noms et âges des martyrs gazaouis sur du tissu, en utilisant des fils aux couleurs du drapeau palestinien. À travers ce digne travail, Mary aspire à rappeler au monde entier que chaque victime est bien plus qu'un simple chiffre, mais un être humain avec une vie et surtout une histoire. Suite à la riposte palestinienne du 7 octobre 2023, Mary a lancé le projet Martyrs de Gaza, transformant chaque fil en un acte de résistance contre l'oubli, une idée inspirée par les œuvres d'une artiste bangladaise qui documentait l'histoire de l'ère coloniale. Les gens fouillaient les décombres, récupéraient les corps et transportaient les blessés vers les hôpitaux. Il y avait un fort esprit de coopération et de communauté, et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles j'ai lancé ce projet. Je voulais refléter ce type de solidarité car nous l'avons perdu dans nos communautés. En référence aux couleurs du drapeau palestinien, le fil noir est utilisé pour représenter les hommes, le rouge pour les femmes et le vert pour les enfants. Chaque nom nécessite aux alentours d'1 heure de broderie. Une initiative personnelle que Marie a entreprise et qui s'est au fil du temps transformée en un mouvement mondial rassemblant plus de 200 personnes, certains contribuant à la broderie, d'autres en apportant leur pierre à l'édifice par divers moyens. Je pense que le message que je souhaite transmettre est que chaque être humain a de la valeur, fait partie de ce monde et possède un esprit, une vie et un impact unique. Je ne crois pas à la discrimination, je ne l'accepte pas et je ne la comprends pas. En optant pour les couleurs du drapeau palestinien, broder les noms des martyrs gazaouis sur des tissus, un par un, permet de transcender chaque vie perdue au-delà des chiffres et documenter ainsi l'histoire à travers de l'art.
Je vous en parlais en titre, au moins 4 Libanais sont tombés en martyrs ce mardi dans une frappe aérienne nocturne des forces de l'entité sioniste ayant visé la banlieue sud de la capitale libanaise Beyrouth. La deuxième frappe en moins d'une semaine après plusieurs mois de cessez-le-feu. Et en Algérie, je vous le disais en titre, le ministère de la Défense nationale a annoncé qu'une unité de la défense aérienne territoriale relevant de la 6e région militaire avait détecté et abattu dans la nuit d'hier vers minuit un drone de reconnaissance armée près de la ville frontalière de Tin Zawatin en 6e région militaire après qu'il ait pénétré l'espace aérien sur une distance de 2 km. L'état des relations algéro-françaises et les tensions qui se sont accumulées ces derniers mois ont fait l'objet de longs échanges francs et amicaux entre le président algérien Abdelmadjid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron. Lors d'un entretien téléphonique, les deux dirigeants sont ainsi convenus de la reprise sans délai de la coopération sécuritaire et du travail de la commission mixte des historiens. Mohamed Wali Ben Chaban. Les deux présidents réaffirment leurs engagements à relancer le dialogue constructif initié avec la déclaration d'Alger en août 2022. Cette déclaration constitue un tournant majeur dans la normalisation des relations entre l'Algérie et la France, basée sur des principes de partenariat mutuel et s'est traduite par des actions significatives, notamment dans le domaine mémoriel. Déterminés à poursuivre ce processus, les deux chefs d'État s'engagent à finaliser ce travail dans un esprit d'apaisement, de réconciliation et de refondation de leurs relations auxquelles ils restent profondément attachés. Au cœur de cette reprise des échanges, les deux chefs d'État envisagent de renforcer leurs intérêts stratégiques et de sécurité respectifs. Le président Abdelmadjid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron ont convenu de travailler étroitement ensemble pour donner à cette relation une nouvelle ambition dans cet esprit d'amitié, permettant de traiter l'ensemble des aspects de la relation bilatérale dans un souci d'efficacité et de résultats. Par ailleurs, les deux présidents ont évoqué l'affaire Boualem Sansal qui a suscité de vives réactions. Le président Macron a exprimé sa confiance en la sagesse du président algérien Abdelmadjid Tebboune et a sollicité un geste de clémence et d'humanité en faveur de l'écrivain. Sur le plan économique, l'Algérie et la France ont mis en avant leur intention de dynamiser les investissements bilatéraux. Les deux présidents ont aussi souligné l'importance de développer la coopération économique entre les deux pays dans les domaines d'avenir. Le président Macron a fait part au président Tebboune de l'appui de la France à la révision de l'accord d'association Union européenne-Algérie. Le 6 avril prochain, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est attendu à Alger où il rencontrera son homologue algérien Ahmed Attaf. Cette visite visera à préciser un programme ambitieux pour renforcer les relations bilatérales dans le respect des intérêts de chaque pays. L'objectif primordial des autorités des deux pays est de renforcer leur partenariat stratégique en explorant de nouvelles opportunités de coopération dans des secteurs clés afin de bâtir une relation équitable et mutuellement bénéfique. L'Algérie, où le ministre algérien de la Communication, Mohamed Maziane, est le conseiller du président algérien chargé de la Direction générale de la Communication, Kamel Sidi Saïd, ont visité ce mardi des institutions médiatiques, à l'instar d'Al24 News, pour présenter leurs vœux à la famille de la presse nationale, et ce à l'occasion de la fête de Eid el-Fitr, souhaitant davantage de prospérité et de développement pour le pays. سنة وانت طيبة إن شاء الله.
Toujours dans l'actualité en Afrique, au Soudan, au moins 2 personnes ont été tuées dans une frappe sur un camp de réfugiés au Darfour Nord, selon une source médicale locale, imputant l'attaque aux forces de soutien rapide. La frappe a également fait 7 blessés dans le camp de réfugiés d'Abou Chouk, près d'El Fasher, la capitale du Darfour Nord. Un nouveau ministre des Affaires étrangères a été nommé à Djibouti pour remplacer Mahmoud Ali Youssouf, élu en février dernier à la tête de la Commission de l'Union africaine. Abdelkader Hussein Omar, ancien ambassadeur au Koweït et en Jordanie, est désormais nommé au poste de ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement. En France, je vous disais en titre, la chef de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, a annoncé faire appel de la décision du tribunal de Paris qui l'a condamnée dans l'affaire des assistants parlementaires européens du parti. Quels sont les scénarios et voies de recours possibles désormais pour la chef de file de ce parti d'extrême droite? Voici l'élément de réponse de Safouane Ben Sabri. Processus électoral suprême qui est celui de l'élection présidentielle, voilà où est le trouble à l'ordre public. Le Rassemblement national est dans la tourmente. Après la condamnation de Marine Le Pen, le parti d'extrême droite entre dans l'incertitude. La chef du RN a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 ans fermes, aménagés sous bracelet électronique, mais aussi et surtout 5 ans d'inéligibilité, avec application immédiate, sans possibilité de faire appel. Qu'en est-il de l'avenir du parti ? 2 ans avant les présidentielles de 2027, plusieurs scénarios sont envisageables. Dans le premier, Marine Le Pen peut espérer être rejugée dans les plus brefs délais, soit dans 1 an minimum, les délais habituels allant de 1 à 2 ans. Il n'est pas impossible que le procès se tienne trop tard pour une candidature à la présidentielle. Deuxième scénario, la justice française pourrait alléger la peine de Marine Le Pen. Si toutefois la justice agit dans les délais idéaux, vers mi-2026, elle pourrait alors échapper à une peine d'inéligibilité immédiate. Le juge pourrait soit annuler l'exécution ou estimer qu'elle puisse être suspendue, voire réduite, permettant à la candidate potentielle de se présenter. Troisième scénario, le procès se tient dans les meilleurs délais, mais la justice confirme en appel la peine de Marine Le Pen, un coup fatal pour la chef de parti. Le quatrième scénario envisageable est plus politique que juridique. Un autre candidat du Rassemblement national devra émerger, mais aucune figure pour l'heure n'est en lice. Et apportant son soutien inconditionnel aux magistrats ayant rendu cette décision, le Premier ministre français François Bayrou a affirmé ce mardi qu'il n'y avait pas de possibilité, a fortiori pour un responsable gouvernemental, de critiquer une décision de justice. Il n'y a pas de possibilité, a fortiori pour un responsable gouvernemental, de critiquer une décision de justice. J'estime même que nous n'en avons pas le droit. Deuxièmement, le soutien que nous devons apporter aux magistrats dans l'exercice de leurs fonctions doit être un soutien en effet inconditionnel, non mesuré, puissant. Et il est très important que l'ensemble de la représentation nationale formule ce soutien. Il est vrai qu'il y a des interrogations. Et j'ai moi-même souvent exprimé des interrogations sur le seul sujet
qui me paraît devoir être dans cette affaire sous notre observation. En Espagne, à présent, 5 mineurs sont morts et 4 ont été blessés dans un accident survenu dans une mine de charbon dans la région des Asturies, dans le nord du pays, selon les services d'urgence régionaux. Le dirigeant régional Adrián Barbón a déclaré 2 jours de deuil et le Premier ministre Pedro Sánchez a exprimé ses condoléances aux proches des victimes. Dans le reste de l'Europe, la Finlande, membre de l'OTAN, envisage de quitter une convention mondiale interdisant les mines terrestres antipersonnelles et d'augmenter ses dépenses de défense à au moins 3% du PIB d'ici 2029, emboîtant ainsi le pas à la Pologne et aux pays baltes. La Finlande et l'Europe doivent évaluer toutes les mesures visant à renforcer leur capacité de dissuasion et de défense individuellement et au sein de l'OTAN. Nous proposons que la Finlande commence à préparer son retrait de l'accord d'Ottawa. Le pays veut aussi augmenter ses dépenses de défense avec pour objectif d'atteindre 3% du PIB d'ici 2029. Nous lançons entre autres une réforme des forces terrestres. Dans le conflit russo-ukrainien, le président russe Vladimir Poutine a présidé ce mardi une réunion du Conseil de sécurité avec au menu notamment la question du moratoire sur les frappes visant les installations énergétiques. Bonjour chers collègues, aujourd'hui nous allons discuter de mesures supplémentaires pour lutter contre la menace terroriste. Le sujet est très important et inutile de commenter, mettons-nous au travail. La parole est au directeur du service fédéral de sécurité Alexandre Vassilievitch Bortikov. Avant d'entamer la discussion, j'aimerais poser une question au ministre russe de la Défense Andrei Emovitch Belousov sur la mise en œuvre des accords relatifs à la cessation des frappes mutuelles sur les systèmes énergétiques entre la Russie et l'Ukraine. Le président russe qui a indiqué ce mardi qu'il prévoyait de rencontrer le président chinois Xi Jinping à Moscou en mai prochain lors des événements commémorant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Annonce faite par Vladimir Poutine lors d'une rencontre avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi au Kremlin. Et la Chine a lancé ce mardi des exercices militaires au large des côtes nord, sud et est de Taïwan. Selon Pékin, ces exercices sont principalement axés sur les patrouilles de préparation au combat mer-air, l'acquisition conjointe d'une supériorité globale, l'assaut de cibles maritimes et terrestres et le blocus de zones clés et de voies maritimes. Les abris, l'eau potable et les médicaments sont rares après le tremblement de terre au Myanmar qui a fait plus de 2700 morts et causé d'importants dégâts matériels, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Les besoins immédiats des communautés touchées, comme lors de tout tremblement de terre, deviennent de plus en plus urgents. Les abris, la nourriture, l'eau potable et les articles ménagers essentiels sont rares. Certaines personnes dans les zones touchées ont passé la nuit dehors et certains d'entre nous aussi, avec les acteurs humanitaires car il n'y a ni électricité ni eau courante. Et une minute de silence a été observée ce mardi au Myanmar pour rendre hommage aux 2700 victimes du séisme à l'heure précise où s'est produite la catastrophe. Les autorités du pays ont aussi déclaré une semaine de deuil national suite au puissant tremblement de terre de magnitude 7,7.
Une fuite sur un gazoduc en Malaisie a provoqué ce mardi un gigantesque brasier qui a blessé plus d'une centaine de personnes en pleine célébration de l'Aïd. Selon les autorités, les pompiers de l'État du Selangor à l'ouest ont évoqué une fuite sur un gazoduc s'étendant sur approximativement 500 mètres avec des flammes s'élevant à une hauteur considérable. Voilà, et on arrive à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en plein en bas de votre écran. Excellente fin de soirée.